François Tadei, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment opère le CRI et quelques chiffres clés pour situer l'Institut ? Le CRI, c'est aussi un carrefour de rencontres intéressantes. C'est un lieu qui a doublé de taille tous les 18 mois depuis 15 ans. Ouais. C'est un lieu qui essaye d'accompagner ceux qui veulent mobiliser l'intelligence collective pour résoudre des problèmes complexes qu'on ne sait pas résoudre seul. Et donc c'est un lieu qui a de facto attiré toujours plus de gens, toujours plus d'acteurs. C'est un lieu où il y a des étudiants en licence, en master, en doctorat, où on a développé des programmes pour les plus jeunes, comme les Saventuriers. On a même un programme pour les tout petits qui s'appelle Premier CRI. On a des programmes de formation des enseignants. On essaye de... Fondamentalement, parmi les projets qu'on a en ce moment, on réfléchit à que seraient les Olympiades du développement durable, par exemple, dans lesquelles il y a des Olympiades de maths, de physique, de sport, mais il n'y a pas d'Olympiades sur peut-être les sujets les plus importants de notre temps. Et il y a plein de jeunes qui veulent se mobiliser, mais ils ne savent pas forcément le faire dans un cadre constructif où ils peuvent être accompagnés. Donc ils descendent dans la rue, mais ils ne savent pas forcément où trouver des ressources intellectuelles, des ressources physiques et autres qui peuvent les aider à grandir et à développer leurs projets. Et vous parliez tout à l'heure de problèmes complexes, de défis. Une société apprenante, comment on peut la caractériser ? Ça ressemble à quoi, une société apprenante ? Une société apprenante, c'est une société dans laquelle chacun d'entre nous apprend, mais aussi individuellement, mais aussi collectivement. Et donc la question, c'est en fait comment est-ce qu'on peut apprendre les uns des autres ? Il y a plein d'initiatives formidables dans un lieu comme celui-ci, mais on voit bien que peu de gens les connaissent et comment est-ce qu'on fait pour les documenter, les partager ? Est-ce qu'on peut systématiquement s'organiser ? Est-ce qu'on peut avoir un Wikipédia des solutions, par exemple ? Est-ce qu'on peut former tous ceux qui le souhaitent aux transformations en cours ? Est-ce qu'on peut, à tous les âges de la vie, apprendre les uns des autres ? Est-ce qu'on peut, au lieu d'être à l'école en train d'être en compétition avec les autres sur les savoirs d'hier, être en situation de coopération avec les autres pour partir des problèmes d'aujourd'hui et co-construire les solutions de demain ? Et au fil des années, est-ce que vous avez observé un cheminement de la société vers la société apprenante ? Est-ce qu'on est finalement sur la bonne voie ? Et s'il y a des freins aujourd'hui, quels sont-ils ? On est sur la bonne voie parce que le digital rend les choses toujours plus évidentes en termes d'horizontalité. La crise Covid a encore accéléré les choses parce que tous ceux qui pensaient qu'on pouvait se passer de digital se sont rendus compte qu'il y a des moments où c'était juste obligatoire. Ouais. En même temps, on a tous se rendu compte que ce n'était pas la panacée non plus et qu'il fallait savoir penser l'hybridation entre le physique et le digital. Parmi les freins, il y a les conservatismes, il y a le manque de moyens dans les lieux d'éducation, que ce soit l'éducation nationale ou l'université. Il n'y a pas de recherche sur comment est-ce qu'on se transforme. L'université fait de la recherche sur tout sauf sur elle-même, par exemple. Ouais. L'éducation nationale ne fait pas de recherche alors que le ministère de la Santé en fait. Donc la santé progresse, mais l'éducation ne peut pas progresser parce qu'elle ne peut pas se nourrir de la recherche. Donc il n'y a aussi pas suffisamment de formation, pas suffisamment de capacité à apprendre de ce qui se passe d'intéressant dans d'autres pays. Mais ça vient. Il y a toujours plus d'acteurs qui le souhaitent, il y a toujours plus d'acteurs qui le font spontanément, je dirais en dehors des institutions qui ont beaucoup de lourdeur. Mais on voit émerger ce qu'on appelle des middle ground. Donc l'upper ground, c'est l'institution. Underground, c'est les gens sur le terrain. Il y a les activistes qui sont underground. Et le middle ground, c'est le terreau fertile où vont se retrouver ensemble ceux qui veulent jouer collectif pour attaquer les problèmes complexes qu'ils ne savent pas résoudre seuls, ni sur le terrain, ni dans l'institution. Et donc, ça s'organise autour de communautés, autour de projets, autour d'événements, comme ce genre de choses. Et les règles du jeu, ils sont beaucoup plus proches de celles d'un jardin public dans lequel on peut venir faire ensemble des choses qu'on ne peut pas forcément faire à la maison. Mais il faut évidemment respecter un certain nombre de règles du jeu du vivre ensemble, mais on peut s'inspirer de ce que font les autres, on peut rejoindre d'autres collectifs, on peut regarder ce qui pousse, on peut s'aimer, on peut prendre des graines, on peut les replanter ailleurs, etc. Et bon, il y a quelques mois, il y avait la Convention citoyenne pour le climat, avec une dynamique d'un exercice de démocratie participative. On l'avait de notre côté observé de loin au temps politique, et puis ensuite il y a eu le temps de la tournée des tiers-lieux avec une démarche beaucoup plus de partage d'expérience de la part des 150 qu'on observe étape par étape. Comment vous voyez cet objet de la démocratie participative à travers l'aventure des 150 qui se poursuit dans les territoires ?
Je pense qu'ils ont vécu une expérience exceptionnelle pour avoir discuté avec pas mal d'entre eux. Et je pense que c'est hyper intéressant. La question, c'est effectivement d'essaimer ce qu'ils ont fait, mais aussi éventuellement de le reproduire sur d'autres sujets. Ouais. Donc il y a la question du climat, mais il y a la question de l'éducation, la question de la démocratie. Donc que serait une convention pour repenser une manière d'apprendre, que serait une convention pour repenser la démocratie, et comment est-ce qu'on repense ces sujets à la fois à des échelles locales et nationales, mais aussi à l'échelle globale. Ouais. Parce que même si la France était parfaitement vertueuse sur le climat, c'est pas ça qui résoudrait le problème global. Donc il faut évidemment inventer de facto une citoyenneté globale ou une citoyenneté fractale avec toutes ces dimensions du local au national au global. Ouais. Et il faut ce que les Lumières ont réinventé après Athènes, c'est-à-dire la citoyenneté, mais aussi l'éducation, la science, la démocratie. C'est tout un package en fait qui a évolué une première fois à Athènes autour de l'écrit, une deuxième fois pendant les Lumières à l'échelle nationale autour de l'imprimerie. Il faut le réinventer à ces échelles multiniveaux jusqu'au global grâce au numérique. Ouais. Et donc il y a, je pense, des outils de démocratie digitale à inventer, des civic tech qui sont en gestation à travers le monde. Il y a des pays entiers comme Taïwan qui s'en emparent pour transformer leur démocratie. Et la pensée systémique qu'ont d'ailleurs développé les citoyennes et les citoyens pendant la Convention, en travaillant, en étudiant tous ces sujets complexes, ils ont découvert on va dire les concepts sous-jacents aux sujets sur lesquels on leur a demandé de travailler. Cette pensée complexe, la pensée systémique, est-ce qu'elle est aujourd'hui suffisamment inculquée à la fois dans l'éducation et dans la formation professionnelle? Et s'il y a des manques, est-ce que le CRI aujourd'hui travaille sur des outils pédagogiques innovants qui permettraient de combler ce delta? Oui, tout à fait. Je pense qu'on a besoin, pour penser la complexité d'un système, on a besoin de différents regards. Ouais. Ces regards peuvent venir de différents niveaux d'expertise, de différentes disciplines, de différentes vécus. Et en fait, il faut accepter qu'aucun d'entre nous ne comprend la complexité des choses. Pour donner une image relativement simple, il y a une fable indienne qui a une longue tradition, qui est celle de l'éléphant et des 6 aveugles. Ouais. Vous avez un éléphant qui touche, un aveugle qui touche la patte de l'éléphant, il pense qu'il a un tronc d'arbre devant lui. Celui qui touche le corps pense que c'est un mur, celui qui touche l'oreille pense que c'est un rideau, celui qui touche la trompe pense que c'est un serpent. Et ils sont évidemment pas d'accord et ils sont persuadés que les autres n'ont rien compris. Il y a quelqu'un qui a un peu plus de vision qui passe et qui s'appelait pas Edgar Morin mais qui aurait pu, et qui leur dit que s'ils savaient se parler, s'ils savaient intégrer la complexité des différentes dimensions qu'ils ont pu observer, alors peut-être qu'ils comprendraient un peu mieux cet animal étrange auquel ils sont confrontés. Et si vous prenez Charlie, ou si vous prenez le climat, ou si vous prenez n'importe quel sujet de société comme la pandémie actuelle, on voit bien que prétendre qu'on en a tout compris à partir d'un talk show ou d'un mème viral sur le web ou même d'une seule discipline est évidemment faux. Et on a un enjeu de rapport au temps, parce que si je reprends à nouveau l'exemple de la Convention, ils ont mobilisé un temps considérable avec parfois des frictions sur la vie professionnelle et la vie personnelle, d'où la recherche de statut de citoyen. Pour le grand public, de manière générale, comment solutionner cet écartèlement entre le temps qu'il faudrait consacrer à comprendre la complexité, l'appréhender, et finalement la course du quotidien? C'est une très bonne question. Je pense que d'abord, il faut savoir ralentir. Ça, c'est peut-être une des choses les plus importantes. Et puis, il y a des contenus de très grande qualité qui savent expliquer ça. Oui. Il y a des très bons documentaires, il y a des très bons films. Dans ma génération, parce que je suis d'une autre génération, il y avait les dossiers de l'écran. Il y avait un grand film et puis ensuite un grand débat. Et je pense qu'on pourrait réinventer les dossiers des écrans et créer des Massive Online Open Debate, comme il y a des MOOC. On pourrait faire In the Mood for. Et donc on pourrait partir d'un contenu inspirant et organiser un débat qui soit un débat pour faire grandir. Ce qui fait autorité, Michel Serres nous disait, c'est ce qui fait grandir. Et donc un débat qui fasse autorité, qui nous fasse grandir, qui nous fasse comprendre la complexité, qui nous fasse comprendre le regard de l'autre sur ces sujets et qui nous fasse co-construire de nouvelles approches. Donc finalement, c'est à la fois savoir choisir les bonnes sources, mais aussi créer finalement des nouvelles sources d'intelligence collective. Oui, et des nouveaux lieux de débat, des nouveaux lieux d'apprentissage, des nouveaux lieux
de coélaboration de cette intelligence collective, de solutions collectives aussi. Parce que on a besoin d'intelligence collective, on a besoin d'action collective. Oui. Et donc on a besoin des fois je dis en plaisantant, de ce que j'appelle Open CIA. D'accord, c'est Open Collective Intelligence and Collective Agency. Donc c'est l'action collective et l'intelligence collective en mode ouvert et qui soit au service du bien commun et donc assez différent de la CIA d'hier. Bien sûr. Merci beaucoup François. Merci à vous.